Je recommence. Alors, bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir à toutes et à tous, dépendant de la région du monde à partir de laquelle vous vous joignez à vous. Je m'appelle Olivier Bégin-Cahouette, je suis professeur agrégé en enseignement supérieur comparé à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. Je suis aussi responsable des programmes en enseignement supérieur. Je suis accompagné de collègues que je vous présenterai très rapidement de l'Université de Montréal, de même que Amani Habib, qui est chargée de projets de formation elle va vous et à l'IFIC AUF. Elle pourra se présenter également par la suite. Si ça vous va, donc je vais commencer la présentation dès maintenant et donc partager mon écran. Voilà, PowerPoint, partager. Je vais mettre ça en plein écran et c'est parti. Normalement, donc, vous devriez voir ma présentation. Alors, bienvenue à ce webinaire, donc, pour vous parler du diplôme d'études supérieures spécialisées DESS, qui est l'équivalent d'un Master 1 en enseignement supérieur. Euh, donc, la présentation va suivre un peu le format suivant. Je vais rapidement parler d'enseignement supérieur, vous parler de l'Université de Montréal. Nous aurons un mot de l'IFIC AUF puisque c'est avec leur soutien que nous pouvons offrir ce programme à l'international. Une fois que nous aurons parlé du cadre donc, de l'IFIC AUF, je reviendrai à la parole et je vous parlerai du diplôme en lui-même, le DESS, les deux concentrations, la structure, le cheminement. Je vous présenterai ensuite l'équipe professorale. Plusieurs de mes collègues sont présents avec moi ce matin. Et après les avoir présentés, je leur laisserai un tout petit peu de temps s'ils souhaitent nous parler d'une notion ou d'un élément important duquel ils parleront dans l'un de leurs cours. Je terminerai en parlant du processus d'admission parce que, n'empêche, il reste un mois pour vous inscrire. Et puis finalement, ben, période de questions et réponses. Et j'espère à nous tous qui sommes là, nous serons capables de répondre à vos questions. Donc, rapidement, parlons, donc avant de parler du programme, il faut parler de l'enseignement supérieur, hein. L'enseignement supérieur, c'est quoi? Ben, si vous connaissez la classification internationale type de l'éducation de l'UNESCO, c'est les niveaux 5 à 8. En gros, c'est quoi? Ben, ce sont évidemment toutes les universités, mais aussi tous les établissements d'enseignement supérieur non universitaires, souvent technologiques, avancés, collèges communautaires aux États-Unis, grandes écoles, instituts universitaires technologiques, etc., dépendant le pays dans lequel vous êtes. Donc, l'enseignement supérieur, ça couvre tout ça. C'est un secteur extrêmement important, en plein développement. On estime, et c'est une estimation probablement assez conservatrice, que les sociétés investissent globalement plus de 1900 milliards de dollars américains par année dans ce grand secteur extrêmement important. Juste dans la francophonie, l'enseignement supérieur, c'est plus de 1000 établissements, plus de 200 millions d'apprenants. Donc, c'est un secteur extrêmement important, mais c'est un secteur qui est marqué, vous devez vous en douter, par des défis importants, que ce soit des défis liés à la diversification des profils des apprenants, hein, qui se diversifient de plus en plus, l'évolution des technologies et évidemment l'intelligence artificielle de laquelle on parle de plus en plus, mais aussi toutes les questions liées au plagiat, à l'intégrité, les nouveaux modes de gouvernance, tous les mécanismes d'assurance qualité qui se mettent en place, les classements internationaux dont on parle depuis plus d'une vingtaine d'années, les dynamiques de régionalisation aussi qui prennent place dans plusieurs lieux et tous les enjeux liés au développement durable. Et là, j'en passe, il y en a plein d'autres. Bref, plusieurs défis plusieurs défis qui font que les établissements et les systèmes d'enseignement supérieur ont besoin de personnel qui sont de plus en plus et de mieux en mieux formés. Notamment, l'UNESCO a fait un rapport sur le supérieur très, très récent qui disait il faut améliorer la formation des personnels enseignants du supérieur, notamment la formation liée à la pédagogie, à la technopédagogie, à la didactique, etc. Donc, il faut améliorer la formation des enseignants du supérieur et ça dans tous les systèmes. Mais pas juste celle des enseignants. Il y a une quantité, une proportion croissante de personnel qui œuvrent autour des enseignants, des personnels administratifs, que ce soit des cadres ou des professionnels. Et eux aussi ont besoin d'une formation pour mieux accompagner l'ensemble de leurs collègues et répondre aux défis.
de l'enseignement supérieur. Donc, et l'AUF, dans son rapport sur une francophonie scientifique, avait mis justement l'accent sur l'importance de former le personnel administratif au supérieur. Et donc, en ce moment, il y a donc ces besoins, mais si on fait le... Et là, évidemment, l'étude que je cite, elle date quand même de plus d'une dizaine d'années, les choses ont changé, mais quand même, la plupart des programmes en enseignement supérieur sont offerts en anglais. Et donc, il y a un besoin d'offrir une formation pour la francophonie en enseignement supérieur. L'Université de Montréal a donc décidé de contribuer ou veut répondre à ce besoin. L'Université de Montréal, c'est la plus grande université francophone dans les Amériques. L'Université de Montréal, c'est aussi la sixième meilleure université du monde dans le monde francophone. C'est la deuxième université de recherche au Canada lorsqu'on parle en matière de revenus de recherche. C'est aussi une université qui est très connectée sur le monde. Elle a 700 ententes de collaboration avec 550 organisations dans 70 pays. Et en plus de tout ça, donc en plus d'être une grande université et d'être connectée sur le monde, ben, c'est une université qui est bien positionnée grâce à son expertise en enseignement supérieur. C'est l'université qui accueille le laboratoire interdisciplinaire de recherche sur l'enseignement supérieur, le LIRES, qui est le plus grand regroupement de chercheurs en enseignement supérieur de toute la francophonie. Elle accueille aussi le laboratoire vivant sur les technologies d'apprentissage innovantes en enseignement supérieur, le LAVIA. Elle accueille le Centre interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante, le CRIFPE. En plus, depuis plus de 20 ans, elle offre un microprogramme en enseignement supérieur et depuis 2 ans, le DESS en enseignement supérieur, donc elle l'offre à Montréal et qu'elle a décidé de convertir entièrement en ligne pour que ce programme puisse être offert à l'international dans toutes les régions du monde pour toute la francophonie. Avant de vous parler du programme lui-même, j'aimerais donc laisser notre collègue Amani Abid de l'IFIC AUF peut-être vous parler de la plateforme pour que vous compreniez dans quoi s'inscrit notre programme. Donc, Amani, je vous cède la parole. Merci Olivier. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravie de participer à ce webinaire aujourd'hui et de vous décrire en bref le programme FOAD et surtout de répondre à toutes vos questions éventuelles. Donc, je suis Amélie Abid, la chargée de projet formation diplômante à l'IFIC. C'est l'Institut de la formation à distance de la francophonie et je travaille en collaboration avec ma collègue Nadèle Wedi, qui est la responsable des formations diplômantes. Donc, en quelques mots, le programme FOAD est un ensemble de dispositifs pédagogiques et techniques qui permettent à nos établissements membres d'offrir des formations à l'international via notre catalogue AEF. Donc, ce catalogue AEF est destiné à un public dispersé dans le monde, donc un public qui est localisé dans des différents pays. Et l'objectif, c'est pour faciliter le déploiement des FOAD. Donc, l'AEF a mis en place un programme de soutien via la logistique. Donc, on assure l'organisation des examens et des soutenances des formations à distance, un appui administratif destiné aux différents apprenants. Donc, on assure l'accompagnement des différents candidats jusqu'à la diplomation en passant par les inscriptions. Donc, aussi, on offre un appui financier. Donc, l'AUF offre aux étudiants des allocations. Donc, c'est une prise en charge partielle des frais d'inscription, comme l'AUF offre un accès aux différentes implantations. Donc, aussi, on offre un appui technopédagogique. Donc, en conclusion, les FOAD ou bien le programme FOAD soutenu par l'AEF représente une clé essentielle pour la francophonie scientifique et pour les formations francophones diplômantes de qualité accessibles à un public qui est géographiquement dispersé dans le monde et à fort potentiel d'employabilité. Donc, je vous accompagne tout au long de ce webinaire et je vous répondre à toutes vos questions. Merci. Merci beaucoup, Amani, très Merci. apprécié. Et donc, à l'intérieur de cette structure d'appui à la fois technologique et financière et technique, il y a donc ce programme.
ce programme que nous offrons. Alors voilà, le DESS en enseignement supérieur. Alors, il faut comprendre, le DESS, il n'y a pas au Québec de Master 1, Master 2. Lorsque nous parlons de maîtrise chez nous, c'est vraiment le Master 2. Lorsque nous parlons d'un équivalent de la première année de maîtrise, c'est vraiment le diplôme d'études supérieures spécialisées DESS. Donc, nous offrons le DESS, c'est le programme que vous avez, mais c'est l'équivalent d'un Master 1 selon évidemment le processus de Bologne et la LMD. Le programme que nous offrons, le DESS en enseignement supérieur, c'est le seul programme du catalogue FOAD de l'AUF qui couvre à la fois les dimensions liées à l'enseignement et à la gestion en enseignement supérieur, s'il y a ça de particulier. L'enseignement supérieur, nous, on essaie de couvrir à la fois l'enseignement supérieur, qu'il soit public ou privé, qu'il soit universitaire ou non universitaire. Dans le programme, et vous avez les hyperliens dans le chat pour la plateforme d'inscription ainsi que la plaquette de formation. Mais vous allez voir donc qu'il y a deux concentrations. Dans tous les cas, nous offrons ces concentrations à l'intention d'abord des cadres et des professionnels de l'enseignement supérieur en exercice, en emploi. Ceci étant, nous sommes aussi ouverts à accueillir des étudiants qui souhaitent travailler en enseignement supérieur, mais qui ne sont pas actuellement à l'emploi de l'enseignement supérieur. Dans les deux cas, c'est une formation professionnalisante. Et donc, dans le cas de la concentration en enseignement, donc si vous choisissez la concentration en enseignement, bien, ce que vous allez recevoir, c'est une formation spécialisée, avancée, en didactique, en technologie éducative, en pédagogie, en gestion de classe, etc. Si vous choisissez la concentration en administration, vous allez recevoir une formation spécialisée, avancée en gestion, en leadership, en système, en analyse de données, et etc. Peu importe la concentration que vous choisissez, vous allez avoir des cours, en fait, à chaque session, des cours ou chaque trimestre, dépendant de l'appellation que vous avez dans votre pays, des cours de tronc commun, donc des cours où les étudiants des deux concentrations se retrouvent. L'idée, c'est de favoriser une approche interprofessionnelle et interdisciplinaire, favoriser que nos diplômés sachent travailler avec des gens qui proviennent de différents milieux, mais aussi qui ont différentes fonctions et qui comprennent les différentes disciplines. L'idée étant que, de façon peut-être très grossière, de dire que les gens qui font de l'enseignement comprennent ce que font les gens qui font de l'administration et vice-versa. Tout le programme est fondé sur une approche par compétences basée sur un référentiel éprouvé, 10 compétences qui se répercutent dans les différents cours. C'est aussi un programme qui est ancré dans la pratique, donc dans la pratique de l'administration et dans la pratique de l'enseignement, mais aussi ancré dans la recherche. Les personnes qui ont construit le programme et qui vont le donner sont des professeurs-chercheurs de très haut niveau. C'est un programme qui s'offre, vous en doutez, entièrement en ligne. Il y a des séances synchrones et des séances asynchrones, évidemment, qui seront adaptées. On a trouvé des plages horaires qui correspondent aux différents fuseaux horaires des gens qui vont participer au programme. Et c'est un programme qu'on offre à temps partiel, en ce sens que ce sont 2 cours par session que l'on offre. Dans certains autres programmes, c'est 3 cours. Oui, ça prend un peu plus de temps à compléter, mais disons que ça s'adapte beaucoup mieux aux horaires des gens qui sont en ce moment en emploi. C'est un peu ce qu'on visait dans notre formation. C'est un diplôme, le DSS, qui est reconnu par les gouvernements du Québec et du Canada. Et donc, c'est ce qu'on voulait préciser. Le programme lui-même, permettez-moi de vous parler de la structure et du cheminement. Vous avez tout ça dans la plaquette de formation. Vous pourrez y retourner. Vous avez même la description des différents cours. Mais en gros, c'est un DESS, donc c'est un 30 crédits, mais ça, c'est les crédits, donc pensez pas les crédits européens, pensez aux crédits tels qu'on les conçoit au Québec. Mais en gros, donc 10 cours de 3 crédits chacun, avec donc 2 cours par session. Donc, ça prend 5 sessions pour terminer le programme. Vous voyez donc les 2 concentrations. Le programme va commencer en janvier 2025. Donc, commence en janvier prochain. Et donc, le premier trimestre ou session, désolé, on l'utilise de façon interchangeable, c'est donc de janvier à avril. Après ça, il y a des cours à l'été entre mai et juin. Là, c'est en format intensif. On reprend septembre à décembre. Par la suite, encore une fois, de janvier à avril 2026. Et le dernier trimestre ou la dernière session, mai-juin, en mode intensif en 2026. Et vous avez terminé et vous avez votre diplôme, le diplôme de l'Université de Montréal, le même diplôme que les étudiants québécois reçoivent lorsqu'ils suivent le cours dans nos locaux à l'Université de Montréal.
Vous avez deux concentrations, enseignement, administration. Et comme vous voyez, il y a des cours en gras, ça, c'est les cours de tronc commun. Donc, à chaque session, vous avez un cours de tronc commun. Et après ça, vous avez dans chaque session un cours de spécialisation, un cours de concentration. Donc, on commence en janvier, fondements et enjeux de l'enseignement supérieur. Et après ça, accompagné du cours de psychopédagogie et développement des compétences. Et pour ceux qui sont en administration, études comparées en administration. À l'été, on poursuit avec enseigner à l'université aujourd'hui. Que vous vouliez enseigner ou non, il est important de comprendre c'est quoi l'enseignement de niveau universitaire ou équivalent. Et donc, vous avez ce cours-là de tronc commun. Par la suite, si vous êtes dans la concentration enseignement, vous aurez le cours formation à distance, conception et encadrement. Et si vous êtes dans la concentration administration, vous avez élaboration, évaluation de programme, extrêmement important pour tous les gens qui touchent aux questions d'assurance qualité notamment. À partir de l'automne, vous avez un séminaire thématique en enseignement supérieur. Le séminaire thématique s'appelle Enseignement supérieur dans la francophonie. Ce sera un cours où on fait venir des experts de différentes régions du monde, des Caraïbes, de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique du Nord, Moyen-Orient, de l'Europe, pour venir nous parler des réalités de l'enseignement supérieur dans leur domaine. Ce sera extrêmement intéressant. Ce sera accompagné pour les gens qui sont dans la concentration enseignement par un cours de didactique au choix. Donc, si vous êtes plutôt quelqu'un qui enseignait du côté des maths et sciences, au sens large, au supérieur, ce sera un cours. Et si vous êtes plutôt en sciences humaines et sociales, arts et humanités, littérature, littératie, etc., ben, ce sera l'autre cours. Donc, c'est deux grands blocs et là, vous avez le choix. Si vous êtes du côté administration, vous aurez administration des collèges et des universités qui est offert à ce moment-là. Par la suite, en janvier, entre janvier et avril, vous avez le cours leadership et milieu professionnel. Donc là, c'est vraiment de comprendre le leadership, que vous soyez du côté de l'enseignement ou de l'administration, son leadership personnel, comment est-ce qu'on est un agent de changement dans son milieu, mais comment est-ce aussi est-ce qu'on transfère nos apprentissages précédents dans un milieu de pratique. Et c'est pour ça que ce cours-là est accompagné de ce qu'on a appelé situation professionnelle. Et situation professionnelle, en fait, c'est un cours d'internat ou de stage, dépendant d'où vous êtes dans votre milieu. Donc, si vous ne travaillez pas encore en enseignement supérieur, ce sera de trouver un stage dans votre pays, dans un établissement d'enseignement supérieur. Si vous êtes déjà en emploi, ben, on parlera plutôt d'un internat dans lequel vous allez réaliser un projet professionnel. Donc, pour l'instant, c'est pour ça qu'on l'a mis en italique et qu'il n'y a pas de sigle, c'est qu'on va l'adapter au parcours de chacun. Finalement, et donc évidemment, le stage se fait donc à l'hiver, donc ça termine vraiment la session pratique, et il reste des cours donc de spécialisation pour aller plus loin qu'on offre à l'été, donc en mai-juin 2026. Et donc, il y aura internationalisation de l'enseignement supérieur. Donc, comment est-ce qu'on internationalise nos cours, nos programmes, mais aussi le recrutement, les étudiants internationaux, la recherche, la collaboration internationale en recherche, etc. Et pour les gens qui se spécialisent après ça en enseignement, il y aura le cours sur l'évaluation des apprentissages en enseignement supérieur. Et pour ceux qui sont en administration, exploitation des données et prise de décision, donc tout ce qui est learning analytics, etc. C'est le programme qu'on vous offre. C'est un fonctionnement par cohorte. Donc, une fois que vous êtes inscrit, vous suivez ce cheminement-là. Il n'y a pas vraiment de flexibilité à ce niveau-là. Je vais aller assez vite, mais encore une fois, dans la plaquette de formation, vous avez le lien dans le chat, tout est détaillé. Et je vais donc à la diapo suivante. Ces cours-là sont portés par des collègues et des collègues, des professeurs qui ont tous leur doctorat et qui sont des spécialistes de leur domaine. Et je m'excuse, chers collègues, si peut-être ce que j'ai mis, j'avais très peu d'espace pour décrire votre CV, alors j'y suis allé brièvement. Pardonnez-moi si j'ai oublié des choses, vous pourrez compléter par la suite. Mais nous avons donc mon collègue Bruno, professeur Bruno Paul-Hubert, qui est directeur académique du Centre de pédagogie universitaire ici à l'Université de Montréal, qui a fondé la VIA, qui est rédacteur en chef de la Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire. Mon collègue Martial Dembélé, qui est titulaire de la chaire UNESCO sur les politiques éducatives de la profession enseignante, qui est aussi membre du comité de l'IEP, l'Institut international en éducation, politique d'éducation, je pense. Quelque chose comme ça. Pardonnez-moi, il m'en manque. Des fois, j'ai des oublis. Mon collègue aussi, professeur Alejandro González Martín, qui est un expert de la didactique des mathématiques au supérieur, très actif à l'international. Ma collègue Nirusha Burugokul, qui est professeur, qui est membre du LIRES, spécialiste des technologies éducatives, de la gestion de classe, des environnements d'apprentissage. Mon collègue, professeur Alexandre Beaupré-Lavallée, qui est cofondateur du LIRES, qui est spécialiste de l'administration supérieure. Mon collègue, professeur
Francisco Loyola, cofondateur du LIRES également, mais aussi du groupe de recherche international et multidisciplinaire sur les théories éducatives. Mon collègue, professeur Sébastien Bélan, expert en mesure, en évaluation, qui est aussi membre de l'Observatoire sur les pratiques innovantes d'évaluation des apprentissages. Et finalement, moi-même, Olivier Bégin-Cahouette, qui est professeur, aussi responsable des programmes en enseignement supérieur à l'Université de Montréal, cofondateur du LIRES et rédacteur francophone de la Revue canadienne de l'enseignement supérieur. Je profiterai de ce petit moment puisque j'ai plusieurs de mes collègues qui sont avec moi et donc peut-être que certains souhaiteraient euh, ajouter quelque chose à ce que j'ai probablement omis ou nous préciser un élément qu'ils enseignent dans un des cours que j'ai mentionné précédemment et donc une notion. Bref, je vous laisse un peu de temps et si ça va, je commencerai, donc j'irai selon ce que vous voyez ici. Et je commencerai avec mon collègue Bruno Polubert, sans vouloir te mettre sous les projecteurs, je voulais t'accueillir et je voulais dire, est-ce que tu as quelques mots que tu voulais ajouter à la présentation? Alors bonjour, merci Olivier. Je pense que la présentation est très claire. C'est vraiment très intéressant là, d'avoir un DESS qui combine à la fois fonction plus administration, fonction enseignement. Et je dirais que même si on n'a pas de profil spécialisé, c'est aussi bon pour les professionnels, les conseillers pédagogiques qui pourraient vouloir suivre la dimension enseignement. Moi, je vais vous parler du cours que j'offrirai dès l'été prochain, qui s'appelle Formation à distance, conception, encadrement. En fait, c'est un cours je dirais, où vous allez pouvoir mettre en pratique une démarche de design pédagogique pour arriver à une forme de formation à distance, soit formation hybride, formation à distance synchrone, formation à distance asynchrone, qui va être vraiment très bien préparée. Et en fait, vous allez passer par toutes les étapes parmi lesquelles les équipes de conception passent, donc un peu l'analyse de la situation éducative, le macro-design, le micro-design. Et en fait, on recourt à un modèle assez prouvé qui s'appelle ADI, mais on a recours aussi à un modèle de design pédagogique qui s'appelle ABC Learning Design, qui est vraiment une approche très efficace, ludique, collaborative. Donc, le cours est très structuré, se fonde sur les meilleures pratiques et sur les meilleures pratiques en recherche. Donc, il vous offrira une combinaison théorie-pratique qui va vraiment vous aider à concevoir et mettre en œuvre, je dirais, n'importe quel format de cours à distance ou de cours hybride que vous pourrez vouloir développer. Je vais essayer de préparer quelque chose de court, mais je peux étendre, Olivier, si... Ah, c'est parfait pour l'instant, mais c'est effectivement, on pourra, si on a un peu de temps par la suite, préciser peut-être que les étudiants auront des questions, mais merci beaucoup, Bruno. Je poursuivrai donc avec ma liste. J'irai avec mon collègue Alejandro González Martin. Est-ce que tu souhaitais intervenir et préciser un peu certains éléments? Oui, merci Olivier. Alors, bonjour à tous. Et bon, bienvenue à ce programme. On espère que vous aimerez vous inscrire. Et alors, dans les volets, il y a le volet enseignement, comme Olivier l'a dit. Et dans le volet enseignement, entre autres, on va s'occuper de l'enseignement de différentes disciplines au secondaire. Il y a le niveau universitaire, mais aussi les différents niveaux pré-universitaires dans différents pays, en particulier dans les cours de didactique des sciences et mathématiques au postsecondaire. Mais on aborde en gros quatre blocs principaux. Il y a un peu l'idée d'être la transposition des savoirs, de comment on passe des savoirs universitaires, par exemple dans les facultés de mathématiques, au savoir à enseigner, qu'on enseigne dans les lycées ou dans les premières années de plusieurs facultés scientifiques. Alors, comment ces contenus sont choisis, quelles sont les difficultés que ça apporte de transformer les savoirs savants en savoir enseigné au postsecondaire. Il y a aussi les questions de transition, les difficultés qu'ont les étudiants pour la transition entre le secondaire et le postsecondaire dans les contenus, mais aussi dans l'organisation, la façon de travailler, les structures, etc. Le troisième bloc, c'est aussi sur différentes approches théoriques qui peuvent nous aider à mieux comprendre les difficultés d'apprentissage qu'ont les étudiants pour apprendre des notions en sciences et des notions en mathématiques. En particulier en maths, les contenus les plus souvent abordés au secondaire, ça va être les calculs. Là, on va parler un peu de dérivées, intégrales, limites, fonctions, pouvoir ouais, voilà, mieux comprendre les difficultés qu'ont les étudiants, ce qui va permettre d'adapter l'enseignement, d'adapter le contenu pour favoriser l'apprentissage de ces notions. Et enfin, le quatrième bloc, c'est aussi des approches didactiques qui favorisent l'enseignement. Alors, on voit aussi certaines approches qui ont été testées par la recherche qui peuvent aider dans l'enseignement de certaines notions et qui peuvent aider les étudiants à mieux comprendre. Donc, voilà, en gros,
c'est les quatre blocs qu'on a. Et bon, si vous avez des questions après, ça me fera plaisir de vous répondre. Merci. Merci beaucoup, Alejandro. Je poursuivrai donc sur la ligne. Je ne sais pas, Nirusha, est-ce que tu souhaitais parler un peu du contenu du cours que tu vas enseigner dans le programme? Oui, effectivement, Olivier. Moi, mon cours, ce que je vais enseigner, c'est PPA 6.2.2.8. C'est basé sur des approches par compétences. Ce cours est fondé dans la pratique visant la transformation de votre pratique vous-même. C'est ancré dans le design de votre cours par des approches par compétences ancrées dans plusieurs théories. On prendrait plusieurs exemples que vous soyez en sciences sociales, sciences, économie, entre autres, qui sont en lien avec votre champ d'enseignement. Merci beaucoup. Donc oui, effectivement, le cours développement des compétences qui risque d'être extrêmement intéressant. Je vais donc poursuivre sur la ligne du bas et j'irai avec mon collègue Francisco Loyola. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Olivier. Une belle présentation. J'espère que nos collègues qui sont là et aussi les étudiants, nos futurs étudiants vont s'intégrer à ce beau programme. Écoutez, moi, je parle pédagogie, c'est-à-dire que c'est les cours plus 60-38 enseignés à l'université aujourd'hui. On a effectivement la belle intention, la prétention de parler de la pratique enseignante dans le contexte universitaire. Donc, on vous propose d'explorer des stratégies d'enseignement innovantes en lien avec la planification d'un cours, n'est-ce pas? On intègre bien évidemment la méthode d'évaluation adaptée aux besoins et évidemment, on vous invite à une réflexion profonde sur vos propres conceptions d'enseignement et à élaborer évidemment des outils concrets comme utiliser une diversité de modèles pédagogiques, il y en a beaucoup, méthodes et des moyens, évidemment. Et une chose que je voulais dire avant de terminer, nous considérons la pédagogie universitaire, c'est quelque chose qui fait autant affaire de valeur, ça c'est très important, de connaissances, de normes, qui est aussi de logique de l'action, pratique. Alors, cette position épistémologique, vous avez compris, permet d'avancer, en tout cas que c'est la thèse qu'on va essayer de vous sensibiliser, que la pédagogie, c'est une sorte de construction de savoir avant qu'une art d'instruire et que ce qu'on appelle les représentations sociales des acteurs, soit professeurs, étudiants, administrateurs, sur ce qui est la pédagogie, ont eu un impact très important sur la valorisation de la pédagogie comme expertise. Et que, vous savez, les institutions partout utilisent de plus en plus comme expertise, justement, comme un outil privilégié pour la réussite de ses élèves. C'est-à-dire qu'on met en pratique une pédagogie centrée sur l'apprentissage et évidemment inspirée de l'approche dite par compétence, comme ma collègue vient d'expliquer. Merci beaucoup, Francisco. Extrêmement intéressant. Je poursuivrai avec mon collègue Sébastien Bélan, qui est responsable de deux des cours du programme. Peut-être que tu pourrais nous en dire quelques mots, Sébastien. Oui, d'abord, merci beaucoup, Olivier. Bonjour les collègues, bonjour les amis. Je suis content de vous voir aujourd'hui. Nous, on va se voir à la toute fin du programme, donc ce sera la session d'été 2026 et j'enseigne essentiellement deux cours. Le premier est le cours d'évaluation des apprentissages en enseignement supérieur. Et là, vous allez avoir des réponses à des questionnements, défis importants qu'on a. Par exemple, comment avoir des évaluations moins anxiogènes au post-secondaire, comment mieux évaluer en ligne, comment mieux encadrer le plagiat, la tricherie, par exemple. Et dans le deuxième cours que je vais présenter, analyse de données et prise de décision. Et là, on va vraiment aller creuser, donc, qu'est-ce que sont les algorithmes de machine learning? Donc, comment bien analyser intelligemment les données qui sont collectées par nos établissements. Mais on va aller plus loin. Comment opérationnaliser des changements, donc des apprentissages qu'on a fait avec ces données. Donc, voilà.
Merci beaucoup. Ben, je terminerai avec moi. Je suis aussi responsable de 2 cours. Donc, il y aura le cours fondements et enjeux où on verra vraiment les fondements historiques de l'enseignement supérieur, comment ça s'est créé, mais aussi différencié dans différents pays. Alors, ce que je trouve fascinant, c'est de voir que les systèmes d'enseignement supérieur sont le reflet de leur société. Et lorsqu'on essaie de les comprendre, ben, on doit comprendre dans quel contexte ils ont émergé, comment ils ont évolué, et voir évidemment fondements et enjeux. Ben, les grands enjeux en fait, ce sera les bases conceptuelles qui seront reprises dans d'autres cours. Donc, l'accessibilité. Qu'est-ce que l'accessibilité? La qualité. Qu'est-ce que la qualité? Le financement. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'un financement? La gouvernance. Qu'est-ce que l'on veut dire? Donc, ces éléments-là. Et par la suite, bon, je reprendrai à la fin avec le cours d'internationalisation où on reviendra, maintenant qu'on a vu l'enseignement supérieur, qu'on l'a vu dans chaque société, ben là, ça sera aussi finir avec une ouverture sur le monde, une ouverture vers l'autre. Donc, on retourne vers l'international. Et je pense que ce sera extrêmement intéressant puisque le cours lui-même sera composé de gens de partout dans le monde. Donc, ce sera extrêmement intéressant. Je précise, en plus, vous pourrez retourner, mais quand même, vous avez là un portrait des cours, mais vous aurez aussi les cours d'élaboration et évaluation de programmes qui sont extrêmement importants sur les mécanismes d'assurance qualité, les pratiques, etc. Donc, comment est-ce qu'on conçoit un programme, comment est-ce qu'on l'évalue, et évidemment, les cours de leadership et d'administration sur les fonctions de l'administration, la planification, le contrôle, l'évaluation, donc les fonctions administratives les plus importantes et la pratique personnelle du leadership, comment être un leader, comment être un bon leader, mobiliser, communiquer, etc., les gens autour de nous, que l'on soit dans l'administration ou dans l'enseignement. Donc, ça vous offre, je pense, un panorama de tout ce qui sera abordé dans ce programme, quand même assez riche. Avant de passer aux questions, peut-être vous parler du processus d'admission. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà déposé une demande. Et si c'est le cas, bien, on vous en remercie et vous allez avoir des nouvelles extrêmement rapidement de notre part. Si vous ne l'avez pas fait, si vous n'avez pas déposé de demande d'admission, euh, eh bien, la date limite, c'est le 30 septembre. Donc, on vous invite à vous dépêcher. Comment vous faites? Ben, vous allez sur la plateforme de l'AUF. J'ai mis l'hyperlien qui est là. Je l'ai mis aussi dans le chat. Et donc, vous remplissez la demande et nous, on va voir ça. Lorsque je précise quand même qu'après différentes discussions à l'intérieur avec différentes instances de l'Université de Montréal, il se pourrait que les candidats retenus doivent compléter une seconde demande. Ils sont déjà retenus, l'admission est déjà acceptée, mais simplement pour que le système de l'Université de Montréal puisse vous créer un profil pour que vous puissiez avoir accès à tout. Parce que là, c'est un élément que je dois préciser. Vous êtes dans une cohorte en ligne, mais vous avez accès à tout ce à quoi les étudiants réguliers ont accès. Vous avez accès à toutes les bases de données de la bibliothèque, des bibliothèques de l'Université de Montréal. C'est parmi les plus grandes bases de données au monde. Vous avez accès aux services, bon, évidemment, ceux en ligne, mais des associations étudiantes ou des services aux étudiants. Vous avez accès à l'appui si vous avez des soucis, un appui administratif avec votre dossier, etc. Donc, vous avez le même appui dans votre parcours que n'importe quel autre étudiant de l'Université de Montréal, considérant évidemment quand même que vous êtes en ligne. Je rappelle les conditions d'admission. Donc, à la base, au minimum, ce que l'on demande, c'est un diplôme de premier cycle, licence ou l'équivalent, et là, je mets les moyennes, mais c'est les moyennes selon le barème de l'Université de Montréal. Nous avons nos grilles de conversion pour la plupart des pays dans le monde. Donc, vous nous envoyez vos relevés de notes et vos diplômes, évidemment, et on fera la conversion. Euh, lorsque, euh, lorsque vous êtes un étudiant non francophone, je vous dirais honnêtement que dans ce cas-ci, ça risque d'être assez rare puisque c'est un programme vraiment pour la francophonie, mais ça pourrait qu'on exige la réussite d'un test linguistique. Nous allons donner une priorité aux candidats qui sont déjà en emploi, donc les gens qui sont déjà en enseignement supérieur. Par contre, nous demeurons ouverts à tout candidat qui ne serait pas en emploi et qui souhaiterait accéder à un emploi en enseignement supérieur. Vous pouvez tout à fait déposer une demande d'admission. C'est juste que c'est pas un seuil minimal, c'est plutôt lorsqu'on va faire une priorisation des dossiers. Les documents à nous envoyer, un document d'identité, un relevé officiel, les relevés officiels et finaux de toutes vos études, les copies de tous les diplômes, et si vous êtes en emploi, ben, la lettre d'un employeur. Si vous ne l'êtes pas, ça ne s'applique pas. Les coûts, donc, vous avez vu que notre programme, contrairement à d'autres programmes sur le catalogue, s'étend quand même plus longuement. C'est 1 an et demi, c'est 5 trimestres.
Donc, on ne vous fait pas tout payer d'un coup. Ça serait le montant total, ce serait beaucoup trop. Donc, on le fait en 2 versements. Il y a un premier versement qui couvre les 6 premiers cours, donc de janvier à décembre. Donc, vous commencez en janvier, puis jusqu'au 31 décembre de la même année, donc 2025, pour 2025. Donc, vous avez ce montant-là. Donc, en euros, c'est 4 365,30 € pour les 6 premiers cours. Et ensuite, ben, il reste les cours de 2026, donc de janvier à juin 2026. Ben, on a mis à août, mais les cours devraient se terminer à la fin juin. Et donc, c'est 2 977,83 €. Ce sont des montants qui sont importants et nous en sommes conscients. Nous avons la chance quand même de pouvoir, ben, enfin nous et vous, vous avez la chance de pouvoir être soutenus en partie par l'AEF. Donc évidemment, Amani, vous pourrez corriger si jamais je me suis trompé. Ce que j'ai pu bien comprendre, c'est que nous pourrions offrir une bourse par 5 dossiers retenus. Donc, si nous avons 25 étudiants, nous pouvons offrir 5 bourses. Si nous avons 50 étudiants, nous pouvons offrir 10 bourses. Et les bourses, ben, en fait, ce que j'ai vu, 1 000 € donc pour le premier versement, et 1 000 € pour le deuxième versement. Donc, c'est un peu comme ça que nous fonctionnerions. J'imagine que ça va aussi soulever des questions de votre part, donc on est là pour y répondre. Et voilà. Et là, bon, tout ce que j'ai mis là, vous pouvez, vous le verrez, donc des témoignages. On a fait une vidéo sur le programme, si vous voulez aller la consulter, sur le site de la page du programme, sur le catalogue de l'AUF, dans la section témoignages à la fin, ça mène à cette petite vidéo YouTube qui est intéressante. Et vous pouvez toujours nous écrire. L'adresse est un peu compliquée, mais vous l'aurez évidemment sur la page, mais c'est ça, TGDE, trait d'union, enseigne, trait d'union supérieure à sc-edu.montréal.ca. Vous avez ça aussi, vous allez sur le lien de la page de l'AUF. En fait, vous pouvez taper dans l'AUF, DESS, enseignement supérieur, AUF, puis vous allez tomber sur la page de notre programme, je l'ai testé, et vous avez donc le contact, vous pouvez nous écrire et on va vous répondre. Voilà, quand même, je suis content, on a gardé assez de temps pour répondre aux questions. Je vais arrêter mon partage. Je vais également arrêter l'enregistrement.